Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Voici les titres que nous allons développer dans cette émission. L'ex-vice-président du Soudan du Sud va-t-il être libéré? L'IGAD, le bloc régional de l'autorité anti-intergouvernementale pour le développement, émet cette éventualité dans un communiqué. Riek Machar est assigné à résidence depuis 2016. Cette possible libération du principal opposant au président Salva Kiir peut-elle permettre de relancer le processus de paix au point mort depuis 2 ans? C'est la question au cœur de notre premier débat. Puis ce bras de fer engagé entre le Rwanda et les États-Unis suite à la décision américaine de suspendre les avantages commerciaux des vêtements importés du Rwanda. Une mesure de rétorsion face aux barrières douanières imposées depuis quelques mois par Kigali aux vêtements et chaussures de seconde main en provenance des États-Unis. Et dans notre Zoom société, stigmatisée et pourchassée, c'est la dure réalité à laquelle sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Nous prendrons la direction du Zimbabwe où un concours de beauté veut casser les préjugés dont est victime donc cette frange de la population. Et voici donc les invités qui vont nous accompagner ce soir. Monsieur Abdoulaye Diawara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et enseignant-chercheur à l'Université de Reims. Également à mes côtés, Marc-Mv Bekale, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'UIT de Troyes. Également sur ce plateau, Djemal Taleb, éditorialiste d'Africa 24. Bonsoir Djemal. Bonsoir. Place à l'actualité politique. Voilà près de 2 ans que Riek Machar ne prenait plus part aux négociations de paix en raison de son placement en résidence surveillée en Afrique du Sud depuis 2016. 2016, c'est-à-dire depuis la recrudescence des combats entre ses troupes et celles du chef de l'État Salva Kiir. Mais l'ex-vice-président du Soudan du Sud pourrait prochainement recouvrir sa liberté si l'on en croit l'IGAD, le bloc régional est-africain, qui pose toutefois certaines conditions. Adidiatou Badawi. Renoncer à la violence, ne pas entraver le processus de paix en cours et s'installer dans une région éloignée du Soudan du Sud, telles sont les conditions qu'impose l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, à Riek Machar, en échange de sa libération. Pour ses proches, ce sont des conditions inacceptables, car depuis son expulsion de Djouba en 2016, Riek Machar ne participe plus aux négociations sur la consolidation de l'accord de paix signé en 2015. Il a été placé en résidence surveillée sans aucune procédure officielle. Nous ne savons même pas pourquoi il est là-bas. C'est pourquoi nous sommes étonnés que l'IGAD pose des conditions à sa libération. Ils disent qu'il doit renoncer à la violence. Mais est-il personnellement responsable de la violence sur le terrain en ce moment ? Principal leader du mouvement populaire de libération du Soudan du Sud, Riek Machar a été fortement impliqué dans l'accord de paix de 2015. Suite à son expulsion de Djouba, les violences se sont accentuées au Soudan du Sud et les conditions fixées par l'IGAD pourraient raviver les tensions entre le gouvernement et les groupes rebelles. Donc, en obligeant à adopter ces mesures et ces dispositions, on est très certain de l'avoir neutralisé définitivement du point de vue de son activité qui tendait à perturber la paix et l'ordre dans le pays. C'est vrai que sa famille politique, en général, n'accepte pas ce type de résolution. Mais je crois que le mieux, c'est de peut-être avancer vers une solution politique par laquelle on échange ces conditions qui lui ont été fixées avec d'autres qui seront favorables à son groupe. Au Soudan du Sud, bien que l'IGAD œuvre pour un retour à la paix, la violence se fait toujours ressentir. En décembre 2017, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le gouvernement et le groupe rebelle de Riek Machar se sont mutuellement accusés de l'avoir violé. Une reprise des discussions sur l'accord de paix est prévue en avril 2018. Marc-Mv Bekale, est-ce que le type de conditions posées par l'IGAD, on a vu des conditions extrêmement ciblées, est-ce qu'elle ne risque pas d'entraver les négociations qui pourraient y avoir autour du processus de paix? Oui, absolument. Je crois que lorsqu'on entre dans un processus de paix, il est important, bien sûr, d'avoir un cadre
Parce que ce qui s'est passé au Soudan du Sud, et quand on regarde les protagonistes, bon, bien évidemment, M. Riek Machar, il a été, bon, on l'a placé comment il a pratiquement été exilé. Moi, il y a des conditions. Dire qu'il ne pourra pas participer au processus de paix, qu'il sera éloigné du Soudan. La question d'ailleurs qu'on peut se poser est de savoir pourquoi, comment dire, le faire venir au Soudan, pourquoi ne pas le laisser en Afrique du Sud là où il est. Non, moi je pense que ce que ça m'inspire, c'est finalement une réflexion globale sur la situation de violence qui a prévalu au Soudan du Sud, à savoir que bien évidemment, il y a eu un contexte tel que Machar, il doit être conscient en un sens que, bon, bien évidemment, il n'est plus là et que il va falloir que parmi les protagonistes, qu'il y en ait un qui prenne du recul. Et moi, c'est finalement ce recul que je vois, qu'il soit éloigné du Soudan, comment dire, à l'intérieur de son pays, ou qu'il reste là où il est en ce moment. Ce que je pense, tout simplement, c'est que pour que le processus de paix, comment dire, ait du sens et perdure, bien évidemment, en un sens, il faut que l'un des protagonistes qui était au cœur de cette violence-là soit d'une certaine manière s'efface pour... certes, il est vrai que même le président de la transition actuelle n'a pas plus de légitimité pour rester, n'est-ce pas, dans ce process. Abdoulaye Diawara. Oui, en effet, je partage votre analyse sur la situation du Sud-Soudan. En effet, il faut rappeler que cette décision de l'ICAG fait suite justement à une volonté de la communauté internationale de venir à bout de ce conflit qui est récurrent. Il faut rappeler que c'est un jeune État puisque le Sud-Soudan a obtenu son indépendance en 2011 et 2 ans après son indépendance, le conflit éclatait notamment qui opposait les principaux acteurs qui sont, vous avez rappelé, Riek Machar et l'actuel président Silva, notamment Kiir. Et donc c'est une violence qui est récurrente et pas plus tard que le 15 mars, il y a une résolution du Conseil de sécurité. Il y a également eu une résolution de l'Assemblée générale qui justement invite l'organisation sous-régionale qui est l'IGAD à prendre toutes les mesures nécessaires pour en tout cas établir un cadre pour un accord politique. Mais à la lecture des premières décisions de l'IGAD, on peut regretter que finalement l'un des protagonistes, si ce n'est pas le protagoniste majeur, soit à travers cette décision en réalité écarté. Et ça renvoie également aux divisions internes. Rappelez-vous que suite à son départ de la vice-présidence, il y a Ben Gay qui avait été mis à sa place, qui est effectivement de la même ethnie, qui également avait mené le combat avec lui. Donc il s'agit clairement de le mettre hors jeu dans ce processus de négociation et finalement il a déjà été mis hors jeu depuis près de 2 ans maintenant. Oui, mais on pensait que dans la perspective justement d'un futur accord, il pourrait intervenir puisque je rappelle que c'est quelqu'un qui a également une autorité sur place, qui a des troupes sur place, qui a des gens qui sont encore féodés notamment à Machar et donc il serait bien évidemment avisé pour l'IGAD d'intégrer cet élément-là, qui est un élément très important pour la paix future dans ce pays. Djemal Taleb, est-ce que l'IGAD joue bien son rôle là? Parce qu'on a quand même des conditions extrêmement ciblées. Comment Riek Machar peut accepter de telles conditions, à savoir reconnaître que, en tout cas, que le processus de violence, c'est lui, en tout cas, l'un des principaux responsables, comme des conditions extrêmement difficiles? Je ne sais pas si elle joue bien son rôle, en tout cas elle joue un rôle. Et très souvent, ce qu'on reproche aux institutions africaines, c'est de ne pas jouer un rôle. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas considérer qu'elle ne l'a pas joué. Elle l'a joué depuis 2015, tout de suite. C'est-à-dire que son rôle, notamment à travers le président Museveni, a été très fort. Une implication très importante qui d'ailleurs, à l'époque, lui et l'ancien Premier ministre Haile Mariam Desalegn d'Éthiopie. Ils ont joué un rôle important. Et on avait à l'époque considéré qu'ils étaient assez timorés parce qu'ils ne prenaient pas un choix définitif et tranché. En l'occurrence, là, le choix définitif, en tout cas fort, a été fait.
moi, je ne peux pas, quand je parle du Sud-Soudan, ne pas me dire c'est triste, tout ça pour ça. C'est-à-dire toute cette guerre de libération, tout ce partage de ce pays qui était le plus grand pays en termes de géographie du continent africain, pour finir malheureusement comme ça. Si le pauvre John Garang pouvait parler, il se retournerait mais alors complètement dans sa tombe. Mais enfin, passons. Ce qu'on peut reprocher à l'IGAD, c'est d'avoir choisi son camp. Ce qu'on peut reprocher à l'IGAD aussi, c'est d'avoir obéi au Soudan du Nord, qui ouvertement et clairement choisit le président Salva Kiir. Et donc, on a décidé de sacrifier l'un pour l'autre. Pourquoi pas, si ça peut amener la paix? La question c'est, est-ce que ça veut amener la paix? Ce que vous avez dit, monsieur, est juste. C'est-à-dire, on a mis quelqu'un de son ethnie. Ce que vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas tort. C'est qu'on ne veut pas voir une réalité. C'est que ce pays qui a lutté pour une indépendance est en train de lutter pour une guerre ethnique interne qui concerne l'ego de deux hommes, qui concerne en réalité la possibilité de flatter les identités futiles, en réalité, des uns et des autres. Et c'est ça qui est triste. Alors, est-ce que la réaction de l'IGAD, qui consiste à dire on en cible un et pas l'autre, provisoirement, enfin, on sait que le provisoire peut durer très longtemps, en ciblant un et pas l'autre, est-ce que cela va régler définitivement le problème? Est-ce que la situation de la guerre qui n'est pas terminée, est-ce que la situation de ce qui peut se passer demain va être réglée parce qu'on aura écarté celui qui en saute? En fait, et vous avez raison, il est déjà écarté depuis 2 ans. C'est toute la question, et je ne suis malheureusement pas capable de répondre, mais ce que je trouve dommage, c'est que cela n'ait pas été fait depuis très longtemps finalement. En définitive, quand on a des conflits comme ça, est-ce que la solution consisterait finalement à ce qu'on prenne le parti de l'un et de l'autre? Est-ce que demain, par exemple en Libye, ne faudrait-il pas que la communauté, donc des États voisins ou des États proches, décide finalement de soutenir massivement une partie contre l'autre, si cela peut aider à arrêter et abréger la souffrance et la guerre civile des peuples? Je n'en suis malheureusement pas très certain. Mais enfin, comme on n'est pas Madame Soleil, on n'est pas capable de savoir ce qui peut se passer demain, on peut considérer que les éléments d'information dont nous disposons, l'analyse qu'on peut faire de ce qui se passe maintenant, crée une situation compliquée à laquelle probablement que la mise à l'écart définitive, parce qu'elle est déjà le cas de Riek Machar, va régler le problème. On le souhaite, et s'il faut le sacrifier pour ça, pourquoi pas? Est-ce que ce n'est pas une erreur, Marc Mvebekale, de vouloir l'exclure? Oui, je crois que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la question qu'on peut se poser ici est de savoir si le futur du Soudan du Sud va se construire sans ce monsieur, cette personnalité politique, n'est-ce pas, qui a une forte popularité dans son pays et qui, bien évidemment, lorsqu'on sait aussi que derrière le conflit qui a eu lieu, il y a des enjeux, je vais dire, ethniques. C'est d'abord un conflit ethnique, conflit de pouvoir, conflit ethnique. Et on sait bien sûr ce qui se passe en Afrique, à savoir que si on fait du bricolage politique en se disant bon, mais très bien, pour l'instant, on a un gouvernement de transition qui court, je crois, jusqu'en novembre 2018, et qu'on intègre dans ce gouvernement de transition les personnalités de l'ethnie de Machar et qu'on aurait plus ou moins résolu le problème. Enfin, je trouve qu'il s'agit du bricolage et que l'enjeu ici, c'est bien évidemment de ne pas écarter Machar du jeu politique parce que, évidemment, on peut considérer que c'est une personnalité historique, hein, n'est-ce pas, qui a mené le combat pour l'indépendance et qui, bien évidemment, je veux dire, lorsqu'on se bat, il y a toujours une légitimité, entre guillemets, j'entends pourquoi, parce que je disais qu'il y a des enjeux, et c'est ça qui malheureusement est pénible et terrible pour l'Afrique, à savoir qu'avec la diversité ethnique, c'est-à-dire que la compétition politique n'est pas véritablement fondée sur les idées, sur les idéaux, comme on disait tout à l'heure, mais malheureusement sur peut-être des questions purement d'ego, hein, n'est-ce pas? Je suis là, ça devient un combat qui porte sur des personnes et non qui a des enjeux véritablement politiques, des enjeux, je dirais, sur les idées, sur ce qu'on a envie de faire pour le futur de ce pays.
Abdoulaye Diawara, on a vu une... Alors, je vous laisse d'abord répondre, et puis... Oui, juste un mot pour minorer les rivalités ethniques dont vous faites état. Oui. En réalité, on parle principalement de deux ethnies, les Dinka, notamment, qui est l'ethnie majoritaire, et les Noués. Oui. Mais cette rivalité a été totalement dépassée quand il s'agissait à la fois de lutter contre le grand voisin du Nord pour obtenir... Qui était aussi tout aussi ethnique. Tout à fait, mais il y avait une unité, et quand on a obtenu l'indépendance, c'était également dans la cohésion. Et donc, je pense que cette question ethnique, elle est apparue parce que simplement, il y a l'ego, comme vous l'avez évoqué, de deux hommes. Parce que c'est à partir de 2013, il faut le rappeler, quand notamment Machar a ouvertement fait état de son ambition pour les futures présidentielles qui étaient prévues pour 2015. Donc, il faut clairement dire que la question ethnique est instrumentalisée et que la volonté de part et d'autre... Toujours instrumentalisée. Elle est instrumentalisée, mais ce n'est pas la question fondamentale. C'est pour ça qu'on peut saluer d'autre part la décision de l'IGAD qui considère finalement comme c'est des questions d'ego. Et en remplaçant notamment Machar par l'actuel vice-président Est-ce que ce n'est pas finalement revenir au point de départ, puisque dès le départ, la communauté internationale avait justement sous-estimé la dimension ethnique du conflit. Donc là, on revient encore... Non seulement elle l'a sous-estimé, elle ne voulait même pas en entendre parler. Mais moi aussi, je pense qu'il ne faut pas la faire. Mais ce que vous dites est juste, évidemment, à propos du conflit ethnique aujourd'hui. Mais pardon, le conflit contre le Soudan du Nord est tout aussi ethnique, parfois religieux. C'est-à-dire que c'est guère mieux et c'est guère flatteur. Et donc l'idée à chaque fois de résumer le citoyen africain à sa dimension ethnique et religieuse est absolument réductrice et qui n'a aucun sens. Aucune renaissance africaine n'est possible tant qu'on n'a pas déposé, entre autres, ces considérations-là. Alors la question, c'est évidemment, vous avez raison de dire que la communauté l'IGAD, en réalité, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est en réalité les pays voisins. Mais peuvent-ils faire autrement ? Ce que je leur reproche, moi, c'est que quand il a fallu dépêcher le Soudan dans sa globalité, ils n'y ont pas tellement pensé parce que des intérêts et des enjeux économiques beaucoup plus importants les dépassaient. Et aujourd'hui, quand les enjeux économiques ne sont plus ce qu'ils étaient, ils ne l'ont pas admis au départ. Mais en réalité, ils le savent très bien, ils le savent tellement qu'ils ont mis, entre parenthèses, au frais, Riek Machar loin. La question, et vous avez raison de la poser, c'est finalement, est-ce que cela va régler le problème? Est-ce qu'il suffirait... Il n'est pas mort, il est là. Il est tellement là que ses partisans au Sud-Soudan disent nous voulons de lui, sinon n'arrêtons pas la lutte armée. Alors la question, est-ce qu'il faut le ramener à Khartoum? Est-ce qu'il faut le ramener à Djouba? Est-ce qu'il faut le mettre dans un pays à côté? En définitive, la question n'est pas réglée. Je pense, moi, encore une fois, que la question ethnique existe, elle n'est pas centrale et il n'y a pas de solution, et il y a une possible solution sans elle. Mais enfin, vous pouvez difficilement sacrifier l'un sans l'autre. Je demeure persuadé que le Soudan du Nord a encore une fois pesé de tout son poids parce que son réel allié et ami, c'est le président Salva Kiir. Et donc, ils ont joué à la fois, c'est les pays voisins, parce que les relations avec l'Éthiopie sont absolument excellentes, les relations avec l'Ouganda sont au meilleur fixe, et donc ils ont joué un rôle pour l'un contre l'autre. La question, encore une fois, est-ce que définitivement on va avoir une solution ou pas? C'est malheureusement les prochaines semaines, les prochains mois qui nous le diront. Nous le dirons. Juste un dernier mot pour souligner que certes, il est vrai que le processus actuel essaye de gommer la dimension ethnique de cette question. Il reste que la marginalisation de M. Machar peut finalement aboutir à nourrir à nouveau, à alimenter à nouveau justement les frustrations ethniques. C'est là où on risque de tourner en rond. Mais elle peut aussi se régler le problème de l'ego. Absolument. Oui, non, mais l'ego et... c'est ce que je disais, que régler le problème de l'ego procède d'une démarche personnelle, alors que on sait que il reste des rancœurs. Il y a eu une guerre ethnique, etc. Il reste des rancœurs et par conséquent, je crois que écarter ce monsieur qui a une popularité dans ce pays, c'est une grave erreur politique. Et je pense qu'il devrait il est acteur, il devrait toujours être acteur politique dans le processus, justement pour... ce n'est que en le mettant dans le jeu qu'on peut également transcender, dépasser... Oui et non. Oui, vous avez raison, en effet, c'est que c'est une personnalité charismatique, importante, qui a un rôle important dans une partie de son pays, en l'occurrence l'ethnie qui est la sienne. Mais en même temps, on a tous remarqué que depuis son
depuis qu'il a été écarté il y a 2 ans, on appelait la guerre comme on l'avait, et que l'acuité des combats a sensiblement cessé. Et donc la question c'est, si elle est censée par rapport à ce qu'elle était en 2015. Alors oui, vous me direz, oui, en 2015 alors, on était les cessez-le-feu sont perpétuellement violés. On était encore au débit, on était encore dans une situation différente. Il n'y a pas de doute là-dessus que si vous le mettez à l'écart, vous lui donnez forcément et nécessairement moins de poids que s'il était à côté, et donc moins d'ambition que s'il était à côté. La question de l'IGAD, et je pense que de ce point de vue-là, les négociateurs de l'IGAD ont plutôt bien joué, est de dire il faudrait qu'on prenne l'un ou l'autre. La solution idéale, ça aurait été d'éloigner les deux. Mais enfin, c'est un jeune État qui est ici d'une guerre civile elle-même assez absolument. importante. Et là-dessus, on est d'accord pour dire qu'il aurait fallu, il faudrait plutôt une seconde transition qui écarterait ces deux protagonistes. Et qui mettrait une personnalité de consensus en attendant. À partir de là, on part sur une donne relativement nouvelle. Mais je pense que le Soudan du Nord, de ce point de vue-là, jouait de tout son poids parce que leur homme, leur choix, c'est le président Machar. Ça, c'est clair. Un dernier mot très rapidement, s'il vous plaît, Abdoulaye Diawara. On peut dire que la résolution, notamment du Conseil de sécurité du 15 mars, est plutôt réconcilie vos deux positions, puisque cette résolution, à la fois intime les autorités à prendre des décisions. Je rappelle que les autorités étaient opposées à cette résolution qui demande notamment l'application du chapitre 7 de prendre toutes les mesures coercitives, donc y compris toutes les mesures nécessaires. Donc ça veut dire qu'on considère qu'également que c'est de la responsabilité principale, y compris du gouvernement actuel, justement, d'œuvrer dans le processus de la paix. Et donc dans ce cas-là, on équilibre les positions. Et donc la position qui est celle de l'IGAD aujourd'hui est une position en réalité osée. Et donc le pari, c'est effectivement qu'on indique les éléments, la violence qui est tout à fait récurrente et inacceptable. Et donc nous observons avec... Mais vous savez, vous, mieux que moi, qu'on peut beau brandir le chapitre 7 et c'est très bien de le faire, mais en réalité la solution, elle viendra de l'IGAD ou elle ne viendra pas. Elle viendra de l'IGAD s'il y a une solution politique. Ou elle ne viendra pas. Si la violence est récurrente, le Conseil, je rappelle déjà qu'il y a une mission des Nations Unies qui est présente au Sud-Soudan, composée de 17 000 hommes. Donc le gouvernement actuel a l'impression d'être envahi. C'est tout de même le Conseil de sécurité qui a fait que le Soudan 1 est devenu 2. Voilà donc pour cette possible libération de Riek Machar, qui est donc sous résidence surveillée en Afrique du Sud depuis 2016. Allez, on va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.